PDCI, la marche des perdus. Ça veut dire la marche que les gens du PDCI ont fait samedi passé là. On va vous parler de ça. Eux-mêmes, ils marchaient là. Mais eux-mêmes, ils savent que la raison pour laquelle ils sont en train de marcher là, c'est une cause qui est perdue. Donc là, c'est une marche sans importance. Cette marche-là, ça ne va rien changer. Donc finalement, c'est une cause qui était perdue d'avance. Il régnait sur cette marche du PDCI une impression étrange. Non celle d'un combat porté par la conviction, mais celle d'un détour presque lucide. Comme si les manifestants eux-mêmes pressentaient s'être trompés de direction. La distance parcourue, à peine 1 kilomètre entre leur point de départ et les locaux de la CEI, étrangement, à contresens du tribunal du plateau, lieu et seul lieu habilité à trancher, relevait moins d'un acte de mobilisation que d'une introspection mise en scène. On dit, les gens du PDC vont marcher, ils vont faire ceci. Bon, la marche même là, de Carrefour d'Incan, pour aller au siège de la CEI là, ça dépasse pas 1 kilomètre. Donc, tout ce bruit qu'ils ont fait là, eux-mêmes n'avaient même pas confiance en eux-mêmes. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas mobiliser. Et pour ne pas que la honte soit historique et monumentale, ils ont voulu que la marche soit brève et sur une courte distance. Mais pourquoi ils ont fait la marche? Et si tu regardes la voie, la direction où ils se dirigeaient là, le côté opposé c'est le plateau. Donc, la marche se faisait en direction opposée du plateau. Si on veut étudier cette symbolique-là, la justice se trouve au plateau. Mais, comme eux-mêmes, ils savent qu'ils sont dans une cause qui est perdue, je ne sais pas s'ils ont été habités par le bon sens. Ils ont juste fait un acte sans valeur pour essayer de satisfaire peut-être leur désespoir. Pour dire, même si plus rien ne va, on va sortir au moins pour donner l'impression que nous sommes encore là. Et donc, on ne va pas se tuer. On va juste marcher sur à peine 1 kilomètre, aller déposer ce papier-là là-bas, quand bien même qu'on sache, que nous sachions que le résultat là, c'est pas la CEI qui peut changer. Parce que le président de la CEI l'a dit 1001 fois. Et il l'a dit dans sa dernière conférence de presse. La décision là, c'est venu du plateau. La direction que vous ne voulez pas voir là. Ah. Et puis vous êtes venu ici là. La décision qui a fait que votre Chakadjan là, il n'est pas sur la liste là. La décision là est venue du plateau. Donc normalement là, c'est vers le plateau que vous devez aller. Parce que la CEI là, elle n'agit qu'en fonction de ce que la justice lui dit. Et Koulibaly Kibia vous l'a dit. Il va agir aveuglément lorsque les décisions de justice lui seront remises. Donc là, c'est pourquoi vous n'aimez pas la vérité. Mais si on doit vous dire la vérité, c'est une cause perdue. Parce que ce n'est pas la CEI qui peut enlever une décision de justice. Donc, Koulibaly Kibia vous l'a dit, la réalité en face de vous, mais vous voulez vous satisfaire en vous mentant à vous-même. Et c'est ça qui fait que on finit par dire que vous êtes des gens perdus. Parce que non seulement vous ne voulez pas accepter la réalité, mais la cause pour laquelle vous êtes en train de vous battre, vous utilisez le mauvais chemin, que ce soit physiquement ou bien même méthodiquement, dans la manière, et encore, la cause, elle est perdue. Parce qu'il est déjà trop tard. Parce que Chakadjan vous a menti. Parce que s'il avait accepté de prendre le chemin de la vérité, d'être vrai envers lui-même et envers vous, et de vous dire la vérité, aujourd'hui là, s'il n'était pas sur la liste électorale, au moins il serait en bonne voie. Mais vous ne voulez pas accepter que quelqu'un qui vous a menti, vous continuez à vous mentir à vous-même, de demander à la société de se mentir à elle-même pour vous faire plaisir. Vous demandez aux Ivoiriens, vous demandez aux institutions de se mentir, de trahir le contrat social pour vous faire plaisir. Il est trop tard, cela ne se peut pas. Cela ne peut pas se faire. Une marche courte mais révélatrice, comme une métaphore du fossé
qui s'élargit entre leurs revendications théâtrales et les véritables aspirations du pays réel. Le rythme était lent, non pas par solennité, mais parce que l'enthousiasme semblait s'être dilué. Ce n'était plus vraiment une mobilisation, mais une quête de légitimité symbolique menée par des visages familiers du passé, oscillant entre nostalgie politique et le désir de retrouver une place dans une histoire qui doucement s'écrit sans eux. Donc, que vous auriez vu ces quelques personnes sortir pour marcher, sur cette courte distance, sur les visages, on lisait le découragement. Sur les visages, on lisait cette peur que vraiment le PDCI est en train de tomber carrément dans un fossé. Et un fossé sans fond. Parce que aujourd'hui, là, le PDCI, ça va faire pratiquement 10, 15 ou 20 ans. S'il ne participe pas des élections, ça sera fini pour le PDCI. Et ça, cette peur-là se lit sur leur visage. Et parce que l'histoire va évoluer sans eux. Parce qu'ils ont décidé de se mentir à eux-mêmes. Ils ont décidé de mentir à la société ivoirienne. Ils n'ont pas changé de paradigme. Ils sont restés dans leur haine. Ils n'ont pas changé de méthode politique. Aujourd'hui, tout cela les rattrape. C'est ce même PDCI qui avait même utilisé la haine et la stigmatisation pour dire Tidiane Tiam Baoulé, c'est pourquoi nous le choisissons. Ce sont les bénéfices qui sont là aujourd'hui. L'histoire de la Côte d'Ivoire va s'écrire sans les haineux, sans les tribalistes. Et c'est ce sentiment-là de peur qu'on sentait sur leur visage. Pendant que cette marche des perdus se faisait, il y a eu le courrier des indignés du PPACI. Eux, ils sont toujours indignés. Comme si eux, là, Dieu leur a interdit de faire quelque chose. Ah non, ça c'est pas bien. Ah non, ça c'est pas bien. Toujours en train de se plaindre. Se plaindre là, ça ne construit pas le monde. Si par un temps ça peut marcher, ça ne marche plus. Eux sont toujours indignés. Mais au lieu d'être indignés là, qu'est-ce que vous faites pour ne pas être indignés? Eux là, eux n'ont pas de réponse à cette question. Laurent Gbagbo a écrit sa lettre le vendredi passé là. Mais sa lettre ressemblait à un requiem mélancolique, peut-être à sa propre mémoire, peut-être au passé qu'il refuse de quitter. Mais la lettre de Laurent Gbagbo là, quand tu lis du début jusqu'à la fin, quand tu lis à gauche pour aller à droite, quand tu lis au milieu pour aller à l'ouest, ou bien à l'est, ou bien au sud, ou bien au centre, tu te dis, mais c'est Laurent Gbagbo même qui parle de lui-même. Parce que c'est son propre passé qu'il est en train de raconter. Tout le mal qu'il a fait là, il est en train d'écrire ça sans le savoir. Et lui-même là, c'est sa propre mémoire qu'il est en train de mettre à jour, ce qui est au fond de lui. Mais sinon, après, il n'y a rien d'autre. Dans ce courrier, Laurent Gbagbo rejoue la pièce de l'homme outragé, du patriote trahi, du devin incompris. Il parle de verrouillage, d'exclusion, de forfaiture. Il parle beaucoup, il accuse encore plus, mais ne propose rien. Quand vous prenez la lettre là, il parle, à la fin de mauvais, la Côte d'Ivoire c'est comme si la Côte d'Ivoire va glisser dans l'enfer. Tout ce que vous voulez entendre en termes de mal là, c'est ça. Il va même jusqu'à dire que lui, le devin, tout ce que lui avait promis à la Côte d'Ivoire, lui il voit que la réalité l'a dépassé. Même la réalité ne la maîtrise plus. Il est devenu un devin. Toutes les incantations qu'il a eu à faire, rien ne prend. La Côte d'Ivoire va brûler, la Côte d'Ivoire va glisser, la Côte d'Ivoire va tomber sur sa bouche, la Côte d'Ivoire, son dos va se casser. Toutes les divinations et tout ce qu'il avait fait comme un commun, tout a été zéro. Rien n'a pris. Donc Laurent Gbagbo dit que le pays est verrouillé, que même les esprits du mal qu'il adore là ne sont plus prêts pour l'aider. Et que lui se sent exclu. Et que même les faux dieux qu'il adore, le dieu du sang qu'il adore là, il sent aujourd'hui qu'il y a de la forfaiture. Les gens ne l'écoutent plus.
Et donc, ça fait que Laurent Gbagbo, il parle beaucoup, il parle beaucoup, il parle beaucoup, il parle beaucoup. Bon, on dit dans ton tout parler dans l'être là, parler beaucoup là. Quelle solution tu proposes? Et dit, je n'ai pas de solution. Point final. Et dit, je n'ai pas de solution. Donc, si tu n'as pas de solution, alors que les Ivoiriens, un politicien, c'est quelqu'un qui dit, moi je pense que je suis suffisamment à la hauteur pour venir régler vos problèmes. Un politicien, c'est quelqu'un qui vient avec un discours politique dans lequel il y a des solutions. Ce n'est pas un discours de litanie, ce n'est pas un discours politique que Laurent Gbagbo a eu à faire. C'est plutôt une litanie d'indignation recyclée. Ça veut dire, tout ce que quelqu'un peut se reprocher à lui-même ou à une société, c'est ce qu'il a mis sur papier. Mais pour impressionner qui? Parce que les Ivoiriens se souviennent de ce que toi, Laurent Gbagbo, comment tu as laissé le pays. Même si on dit que les Ivoiriens ne réfléchissent pas. C'était le 11 avril 2011. On sait dans quel état tu as laissé la Côte d'Ivoire. S'il y a quelqu'un qui devrait s'indigner là, le moment où tu as géré la Côte d'Ivoire, et comme tu l'as laissé là, c'était le meilleur moment de s'indigner. Mais c'est là que moi je comprends que toi, Laurent Gbagbo, c'est quand tu mets la Côte d'Ivoire dans le chaos que tu es heureux. Mais quand tu vois la Côte d'Ivoire, les filles et les fils en train de se reconstruire, la paix là, c'est ce qui te gêne. Donc en réalité, tu es le pire ennemi des Ivoiriens. Ce qui te gêne aujourd'hui là, c'est que la paix, la sécurité, la tranquillité, et toi tu ne te retrouves plus dans ce jeu là, pour faire les escadrons de la mort, pour essayer de mettre le chaos en Côte d'Ivoire comme tu as laissé le pays. C'est ce qui te gêne et c'est ce qui t'indigne. Mais tu n'as pas de solution. Mais ce que les autres font, le monde entier vient les féliciter. Toi, dans ta sorcellerie, tu continues de te mentir à toi-même en prenant des incantations recyclées comme si cela pouvait changer le monde. Mais Laurent Gbagbo, j'ai dit, tu as tiré dans le vent parce que tu n'intéresses plus personne. Et puis je vais te dire, c'est pas aux Ivoiriens que tu t'adressais. C'est à ton orgueil que tu t'adressais. Ceux qui te parlent avec douceur, là, non, c'est un vieux qui ne se respecte pas, là, on va le bourreau complètement et puis le mettre à côté. Laurent Gbagbo, est-ce que tu as vu un Ivoirien te répondre? Parce que les Ivoiriens même savent que tu n'es plus rien, tu ne vaux rien et tu ne seras plus rien. Donc là, c'est à ton orgueil que tu parlais. Toi là, avec ce comportement-là, tu n'es plus rien dans l'avenir de la Côte d'Ivoire. Donc tu ne représentes rien dans le futur de la Côte d'Ivoire. En réalité, ce qui te fait mal, c'est le fait que tu as perdu le pouvoir là. C'est ça qui grille tes rognons. C'est ça qui réveille ta sorcellerie dans ton corps. Et c'est ça que tu ne peux pas supporter. Mais ça ne va pas changer. Ça va rester collé sur toi. Ça va rester collé sur toi comme Bobo Duma. Et puis le monde va avancer. Et puis tu vas mourir avec la douleur de ça dans ton corps. Pendant que vous étiez en train de faire ça, nous les gens du RDR, RHDP là, parce que dans le RHDP, il y a les RDR, et puis il y a les RHDP, et puis il y a les Alassanistes. Nous les gens du RDR là, avec les RHDP, et puis les Alassanistes, nous on a organisé une démonstration planétaire. Ça veut dire, sur toute la planète Terre là, ce que quelqu'un n'a jamais vu là, nous on a fait ça. Pendant ce temps, ailleurs le monde bouge. Cocody, Paris, Abobo, Montréal, Trècheville, Yopougon, New York, Korogo, Gabon, Maroc. Les foules se lèvent, chantent, vibrent. Ce n'est pas un meeting, c'est un rituel populaire. Quand on a marché là, c'était à Cocody, Paris, Montréal, Trècheville, Yopougon, New York, Maroc, Casablanca, Abobo, partout. Il n'y a même pas quelqu'un qui s'est plaint. Ah, je ne suis pas content. Ah, je suis indigné. Ah non, c'est comme si. Ah non, c'est pas comme ça. On s'est levé pour célébrer un homme. Pour lui dire, nous on sait aujourd'hui ce que tu vaux. Et c'est ça le plus important. Il n'y a pas eu des grèves comme chez vous, les aigris. 24 heures sur 24, en train de mettre leur grain au service de leur
propres égos, de leurs propres orgueils. Je ne suis pas content, je suis indigné, trop c'est trop. Et puis après, on n'a qu'à faire quoi? Et puis après, on n'a qu'à sauter sur les ponts pour tomber, quoi. On s'en fout de vos plaintes, on s'en fout de votre aigreur. Vous allez souffrir de votre propre souffrance. Parce que l'homme là, dans cette vie-là, chacun peut changer positivement comme négativement. Donc le choix que vous avez fait là, c'est ça qui vous fatigue. Nous là, nous on n'est pas là à l'école. Nous on ne va pas aller écrire lettre à 8 h du matin. Nous là, c'est qu'on connaît là. On dit, venez marcher. Les gens sont sortis. Les visages étaient là. Les mains étaient levées. Les tricots étaient orange. Mais il y avait quelque chose qui existait dans cette foule-là, mais qui n'existera jamais chez vous les opposants, c'est qu'il y avait la certitude, il y avait la foi en l'avenir et il y avait la détermination. Est-ce que vous savez de quoi il est question? Parce que le travail que nous avons fait là, avec le docteur Ouattara, ça donne foi en l'avenir. Le travail du docteur Ouattara, ça rassure les Ivoiriens au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Et cette certitude-là, c'est ce que nous sommes allés démontrer pour dire que notre pays va bien. Parce que les dirigeants qui sont là sont sérieux et ils essayent d'aider le pays à aller vers un avenir qui est meilleur. Alors que c'est tout le contraire chez vous les opposants, incapables et indignes. Le nom du président Alassane Ouattara n'est pas scandé par calcul, mais par attachement. Et donc quand on va dans toutes ces grandes capitales que je viens de vous citer, il n'y a pas quelqu'un qui a reçu 5 francs pour dire qu'il faut aller dire le nom de Ouattara. Il n'y a pas quelqu'un qui allait parce que lui dit si je viens supporter Ouattara, j'aurai une vie facile après. Il n'y en a pas dans cette foule. Il n'y en a pas dans cette foule. Moi j'en connais qui ont dépensé $1200, $1300. Ils ont pris leur avion. Tranquille, ils sont venus à New York. On a fait la manifestation ici ensemble. Personne n'a payé leur hôtel. Personne n'a payé leur nourriture. Mais ils ne se sont pas plaints. Parce que quand on fait quelque chose par amour, et quand on fait quelque chose par reconnaissance, on ne demande pas un prix. Est-ce que quand nos parents nous élèvent et ils font de nous des personnes dignes, est-ce que quand nous en retour on vient pour leur retourner l'ascenseur, est-ce qu'on demande à faire de la publicité? Non. Quand tu dis que tu aimes quelqu'un et que tu agis vis-à-vis de la personne, est-ce que tu le fais en demandant un compte ou bien tu demandes à ce qu'on vienne filmer? Non. Et justement, c'est dans le cadre de la reconnaissance, mais aussi d'un amour sans calcul, que des milliers de personnes sont sorties partout dans le monde, sur tous les continents, pour dire à l'homme Ouattara, depuis longtemps on t'entendait, et on voulait te célébrer. Et ce qui n'a jamais été fait là, c'est ce qu'on allait faire. Pour ceux qui ne sont pas au courant, les gens pensent que cette marée-là, c'est quelque chose de spontané qui s'est fait en un mois. Non. Depuis que la marée orange est finie, en 2020, on avait déjà commencé à travailler sur ça. Là. On avait déjà commencé à travailler et on a dit, en 2025, la marée orange qu'on fera là, ça doit se faire sur tout le continent. Et voilà les stratégies qu'on va tracer. Et petit à petit, vous voyez le temps que ça nous a pris. Mais vous voyez la fidélité affective, la vérité. Il n'y a pas eu de slogan inventé ou réinventé. Je vous le dis clairement, ce sont les militants du RDR et devenus RHDP. Nous, on n'a pas eu besoin d'avoir honte qu'on était FPI pour devenir PPAC aujourd'hui. Je vous le dis avec fierté, ce sont les Alassanistes, ce sont les RDR que nous sommes. On n'a pas honte de notre identité. Maintenant, là, vous ne pouvez plus dire que c'était des Maliens, des Burkinabés, puisque maintenant, eux là ne sont plus nos amis. Mais comment se fait-il qu'on a pu réorganiser une marée qui a été plus spectaculaire que en 2020, où là où vous aviez dit que c'était des Burkinabés et des Maliens. En 2020, les Burkinabés et les Maliens, c'est avec vous qu'ils sont. Mais on a fait une marée planétaire. Et dans cette marche, ce qu'on a constaté aussi, c'est que tout ce qui sortait de la bouche des gens, ce n'était que des bonnes choses. À la limite même des prières. Parce que quand tu dis un mot gentil à quelqu'un, c'est déjà une prière. Et on n'a pas vu quelqu'un dire des sales mots ou bien se comporter verbalement de façon louche. Tous les mots, même la manière de parler les uns aux autres, les mots étaient bien placés.
en réalité, ce qui fatigue l'opposition, qui est en fin de vie. Nous avons en Côte d'Ivoire affaire à une opposition qui est en fin de vie. Parce que cette opposition-là confond stratégie et supplique. Eux, ils marchent parce que eux, ils n'ont plus de stratégie. Eux, ils marchent parce que tout leur plan là est tombé à l'eau. Eux, ils marchent parce que leur destin là, eux-mêmes là, ils ont marché sur leur propre destin. On voit même certains parmi eux, comme Laurent Gbagbo, écrire des lettres parce que leur voix ne porte plus. Laurent Gbagbo, le lion de maman, si ta voix portait là, tu n'allais pas en train d'écrire lettres. Quand tu écris lettres là, c'est que là, c'est l'année même qui est gâtée. Sinon là, toi, le grand galvanisateur, celui qui dit qu'il parle là, ça colle. Mais ta parole prend plus. Tellement ta parole prend plus, c'est lettres que tu écris. On dirait Briago Diop. En tout cas, tu écris lettres. Nous là, au village là, c'est 2 ou 3 personnes qui savent lire. Donc là, c'est Waiko qui a écrit comme ça. Ça va même parler quelque part. Et donc, vous ne pouvez continuer qu'à être des indignés pour compiler vos griefs, vos lamentations. Mais la Côte d'Ivoire est en train de tracer son chemin. Et c'est ça qui compte. Et quand on dit comment la Côte d'Ivoire trace son chemin, on dit, c'est nous on a relevé la Côte d'Ivoire de la poussière le 11 avril 2011. Et quand Anne Hidalgo vient, elle dit, c'est spectaculaire. Quand les représentants de l'Union africaine viennent, ils disent, on ne peut rien d'autre sans Alassane Ouattara, il faut qu'il reste après 2025. C'est de cela qu'il est question. On est jugé sur ce que nous posons comme acte. Et il n'y a pas un meilleur témoin qui soit plus radical que la réalité. La réalité là, c'est la chose qui s'impose à tous. Tu aimes ou tu n'aimes pas, quand ça est là, ça est là. Et c'est pourquoi, nous les gens du RHDP là, on n'a plus rien à forcer. Même si on dit demain, réunissez-vous, on va refaire la même chose. Parce que nous sommes rassurés. Et donc, ce qui fait que nous sommes reliés. Dans un monde fracturé, où le tumulte remplace la pensée, où l'agitation tient lieu de projet, un homme demeure. Il incarne la constance. Il marche droit quand tout vacille. Il indique le cap sans hausser la voix. Vous voyez Alassane Ouattara? Regardez autour de vous. Regardez aujourd'hui comment le monde va. Même quand on dit que tu n'es pas intelligent là. Aujourd'hui, nous tous on est assis. On dit ce qui se passe au Moyen-Orient là. Une fois qu'on bloque le détroit d'Ormuz, si je ne me trompe, c'est le pétrole, 20% du pétrole mondial qui passe par là-bas. Et ça va créer une inflation dans le monde entier. On est dans un monde qui est devenu très incertain. On est dans un monde aujourd'hui où les dirigeants du monde qui devraient inspirer la paix sont devenus eux-mêmes des enfants qui veulent manger tout le bonbon qui se trouve dans la boutique. Et donc, on est en train d'assister à un jeu de caprice. On est en train de nous mentir à nous-mêmes. On voit la vérité, mais on fait semblant. Jusqu'à ce que, comme disait Einstein, on vienne à nous casser nous-mêmes nos propres gueules. Mais il n'y aura pas de hasard. Et dans un tel monde où tout est agité, Alassane Ouattara, lui, il reste constant. Il reste serein. Il ne tremble pas sur lui-même. Il est tellement serein là. Il garde le cap sans crier. Parce que quand tu commences à crier, ça veut dire que tu perds le contrôle. Or, Laurent Gbagbo a tellement crié, mais il n'y a rien qui a changé. Jusqu'à maintenant, il est devenu écrivain. Si tu es devenu Amadou Ampateba ou bien Briago Diop ou bien je ne sais pas quel autre écrivain, c'est que c'est parce que ta voix ne porte plus. Est-ce que vous voudrez que je vous parle d'Alassane Ouattara? C'est l'homme. Il y a la clarté dans le doute. C'est l'homme qui s'est inspiré le calme dans la tempête. C'est l'homme qui s'est inspiré la fidélité sans condition. Parce qu'en tant qu'un chef, ça fait plaisir même que Alassane Ouattara même soit ton chef. C'est ce qu'Anne Hidalgo disait là. Ça fait plaisir même quand on dit où est ton chef? Il dit c'est Draman. Ah, on dit celui-là qui est ton chef. Il dit oui, oui. Et les gens disent, ah toi vraiment tu n'es pas bête hein. Il dit ah comment ça? Il dit ah c'est que tu connais les bonnes choses à toi aussi.
connaît. Aujourd'hui, là, allez prendre les gars du PPAC et du PDCI. Dites-leur, venez faire la promotion de votre chef. Eux-mêmes, ils ont honte. Alors qu'Alassane Ouattara, tu vas tout finir. Tout ce que tu peux dire, je l'aime pas. Mais Alassane Ouattara, c'est pas femme de quelqu'un. Il est marié, il a enfant. Il n'est pas là dans un concours de mannequinat. Il ne cherche pas l'amour de quelqu'un. Il dit, on m'a mis là, j'ai dit quelque chose et j'ai réalisé. C'est sur ça qu'il faut me juger. Tu n'aimes pas, hein, mais tu vas marcher sur mon goudron. Tu vas aller te soigner dans mon hôpital. Tu vas rentrer dans l'ambulance du village là que j'ai payé puis donner cadeau à ton village. Électricité là, si tu n'es pas content là, faut faire comme ce que les vieux sorciers des Gogo avaient fait là. Faut renverser. Faut renverser le lampadaire là, ça n'a qu'à regarder en haut. Faut renverser le lampadaire là, ça n'a qu'à regarder en haut. Mais la réalité là, tu ne pourras pas enlever poteau de courant là, tu ne pourras pas enlever ça avec tes dents. Alassane Ouattara là, c'est une boussole qui ne tremble pas. Alassane Ouattara là, c'est quelqu'un qui n'est pas attiré par son ego. Là où les autres sont en train de trembler, de crier, de vaciller, de douter, de fuir, de faire quoi, de menacer là, lui demeure serein. Là où les autres sont en train de s'agiter, lui, il incarne la réalité. C'est lui qui commande et qui dicte la réalité du terrain. Jusqu'à même les gens viennent lui demander pardon. Ah, il faut maintenant non sur la liste électorale. Ça veut dire que c'est lui qui est l'homme le plus fort. C'est lui aujourd'hui qui met chacun à sa place. Quand vous les opposants, vous venez dire Alassane Ouattara quand nous met sur la liste électorale, c'est que vous reconnaissez que vous n'êtes plus rien et que c'est lui qui doit vous donner une place. Oui, le vent se lève. Il se lève pour ceux qui savent encore distinguer le sens dans le bruit, distinguer la direction dans le désordre. Ce vent souffle droit, il souffle haut, il souffle orange. Et c'est ce qu'on a démontré à Paris. C'était le vent orange. C'était un vent qui a soufflé haut, à tel point que même les Français, même ceux qui n'étaient pas des Ivoiriens se sont dit, donc il y a une réalité qui est plus grande. La réalité de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas sur TikTok ou Facebook. La réalité de la Côte d'Ivoire, quand elle sort, tout devient orange à Paris. Tout devient tellement orange que les métros sont envahis de couleur orange. Que les rues sont envahies de couleur orange. Que la Bastille, on voit des bandeaux avec l'image, surtout le plus grand, et même je dirais le seul bandeau, des EPV qui disent au président Ouattara, nous assumons l'histoire. Et l'histoire retiendra que ceux qui sont allés à la Bastille pour planter un drapeau, grandeur nature, pour dire ce qu'on a dit dans nos bouches, on a immortalisé. C'est vous, les EPV. Et c'est cette image-là, elle retiendra le monde pour dire que ça s'est passé à Paris, un 14 juin 2025. Au-delà de la marée orange, il y a eu un bandeau dans le ciel pour dire cette vérité que beaucoup n'aiment pas. Alassane Ouattara sera candidat en 2025 et il sera élu avec un score qui va fermer la bouche de ceux qui sont des bavards compulsifs et compulsionnels. Chers Ivoiriens, bravo à vous. Faites le choix de la dignité. Ne suivez pas les voyous qui veulent venir s'enrichir parce qu'ils se sont transformés en brigands internationaux et ils vont venir prendre l'argent de la Côte d'Ivoire comme Chakadian pour aller payer les crédits. Ne devenez plus des voyous là qui vont suivre des gens qui avaient mis la Côte d'Ivoire dans le trou et aujourd'hui qui ne veulent même pas demander pardon aux Ivoiriens et qui veulent encore que les Ivoiriens leur fassent confiance. Si on fait cette erreur, c'est que nous ne sommes pas sérieux envers nous-mêmes, chers Ivoiriens.